Bonjour à toutes et tous. Nous allons débuter notre conférence aujourd'hui. Tout d'abord, nous vous remercions d'être aussi nombreux aujourd'hui. Vous êtes actuellement environ 2200 à nous suivre. Dans cette période, les services de santé au travail sont particulièrement mobilisés auprès des entreprises et des salariés. Nous organisons en ce moment même une information que vous pourrez dans les jours à venir voir dans la presse. C'est l'encart que vous voyez à l'écran en ce moment. Nous avons souhaité organiser cette conférence pour vous aider à organiser au mieux le déconfinement et prendre en compte les risques liés au Covid. C'est pourquoi 9 services de santé au travail de la région Île-de-France ont décidé d'organiser collectivement cette conférence pour vous permettre de ne pas rester isolés face aux questions que vous vous posez. En dehors du temps que nous allons passer ensemble, votre service de santé au travail est bien évidemment à votre disposition pour vous conseiller, vous accompagner, répondre à vos questions et vous mettre à disposition des guides et des fiches pratiques pouvant vous aider. Le suivi de la santé des salariés est assuré dans des conditions certes modifiées par l'ordonnance gouvernementale du 2 avril. Il s'organise y compris grâce à des téléconsultations. Les médecins du travail, infirmiers en santé au travail, intervenants en prévention des risques professionnels, psychologues du travail et assistants sociaux de votre service sont parfois en télétravail eux aussi, présents pour vous accompagner et vous conseiller. N'hésitez pas à les solliciter. Nos intervenants. Donc, vos 3 conférenciers seront aujourd'hui le docteur Marika Bonnet, médecin du travail à Horizon Santé Travail, Laurent Elmedioni, intervenant en prévention des risques professionnels, d'Horizon Santé Travail aussi, Noémie Marie, responsable des intervenants en prévention des risques professionnels du CNSM. Et je tiens aussi à remercier particulièrement Horizon Santé Travail qui nous a permis d'organiser cette conférence vraiment dans des délais extrêmement courts puisqu'elle est basée sur leurs travaux antérieurs. Vous avez aussi en ligne une vingtaine de personnes pour répondre à vos questions en ligne. Donc, je vais vous apporter aussi quelques petites précisions sur les modalités de réponse en ligne afin de pouvoir fluidifier un peu les échanges parce que, comme je vous l'ai déjà précisé, effectivement, nous sommes plus de 2000 en ligne, donc il faut voilà, quelques petites règles de fonctionnement. Donc, pour les questions en ligne, vous avez, et certains ont déjà commencé à s'en servir, le système de questions et réponses en bas de votre application. Quand vous cliquez dessus, l'écran s'ouvre et vous pouvez taper une question. Et pour répondre à vos questions, la vingtaine de collaborateurs en ligne va ensuite répondre à vos questions qui passeront dans le système de questions, de réponse à vos questions. Donc, vos questions, si vous voulez voir vos questions à vous, c'est quand vous cliquez sur « Mes questions » en bleu. Et si vous voulez voir toutes les questions de tout le monde, à ce moment-là, vous recliquez sur « Toutes les questions ». Alors, pour fluidifier les échanges, quand une question qui vous intéresse a déjà été posée, je vous remercie de plutôt cliquer sur le petit pouce pour que la question puisse remonter et que le sujet puisse être traité. Je vous donne un exemple. Nous avons 35 petits pouces pour savoir si le support vous sera diffusé à l'issue de la conférence. Oui, vous allez recevoir un email avec le lien vers le support directement à la fin de la conférence. Si jamais vous ne recevez pas l'email, le support sera présent sur le site de la Fédération Île-de-France.
Pour toutes les autres questions, nos équipes vont y répondre au fur et à mesure et elles passeront à ce moment-là dans la partie « Mes questions » où vous aurez aussi vos réponses. On va passer maintenant au déroulement de la conférence. Juste pour vous préciser aussi que nous risquons sûrement de déborder de l'horaire de cette conférence, tout simplement parce que nous avons cherché à répondre un maximum à vos questions au préalable. Donc, les questions que vous nous avez posées en amont, les réponses seront apportées au cours de la conférence. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le ministère du Travail a sorti un protocole de déconfinement à destination des entreprises hier soir. Donc, nous avons intégré un maximum d'éléments de ce protocole dans notre préconisation que vous allez avoir en présentation ce soir. Mais du coup, on a rallongé un tout petit peu, effectivement, la conférence. Donc, nous allons commencer très rapidement par quelques notions sur le coronavirus pour passer ensuite vraiment aux questions sur le déconfinement et sur comment préparer votre entreprise dans cette période. Un petit zoom aussi sur la prise en considération de la dimension psychosociale. Et enfin, quelques éléments complémentaires, en particulier sur des questions que vous nous avez posées en amont sur la mise à jour du document unique, les visites médicales et les dépistages. Je vais maintenant laisser la parole à Noémie, au docteur Bonnet dans un premier temps, sur le coronavirus. Marika? Oui, je n'ai pas la bonne slide, par contre. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, Marika Bonnet, je suis médecin du travail chez Horizon Santé Travail. Donc, je vais vous rappeler les symptômes qu'on peut rencontrer lorsqu'un patient est Covid-19. Alors déjà, il peut ne présenter aucun symptôme. C'est ce qu'on appelle les porteurs asymptomatiques. Lorsqu'ils ont des symptômes, les symptômes peuvent être très variés, associés ou pas. On peut rencontrer de la fièvre, on peut rencontrer une toux qui est en général une toux sèche. On peut rencontrer des maux de tête qui peuvent être très intenses, des courbatures, une fatigue invalidante. Et puis, il peut y avoir également des symptômes comme la perte du goût et la perte de l'odorat, qui en cette période doivent vraiment orienter vers un Covid-19. Il y a d'autres signes comme des signes digestifs avec des diarrhées, des lésions cutanées à type d'engelure qui peuvent également être observées. Donc, on voit bien que ce sont des tableaux qui sont assez polymorphes avec des signes assez variés. Dans les formes graves, on retrouve des difficultés respiratoires. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont présenter un essoufflement pour des efforts minimes, voire sans aucun effort, donc au repos. Et là, ça doit vraiment alerter vers des formes graves. En gros, il va y avoir 80% de formes qui vont être bénignes, 15% de formes avec des complications et puis environ 5% d'admissions en réanimation. Alors, on a des données de l'Institut Pasteur qui estiment qu'à la fin du confinement, on aura environ 6% de la population qui aura été en contact avec le virus. On sait que le délai d'incubation, c'est-à-dire la période entre laquelle le sujet est contaminé et la période d'apparition des symptômes s'ils apparaissent, est de 3 à 5 jours en général, et ça peut aller jusqu'à 14 jours. Il y a même des publications qui parlent de plus. C'est une nouvelle maladie, donc on apprend vraiment à la connaître. Le mode de transmission interhumaine se fait essentiellement par les gouttelettes de salive qu'on peut émettre lorsqu'on parle, lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue. Et puis également par des gouttelettes qui peuvent être en micro-suspension dans l'air, qu'on appelle une aérosolisation des gouttelettes de salive.
le contact des mains non lavées avec le visage, parce que le virus, il pénètre dans l'organisme par le nez, les yeux et la bouche. Et on sait qu'on se met, on a de manière spontanée, sans faire attention, on a les mains qui vont sur le visage environ 30 fois par minute, je crois. Enfin, en tout cas, plusieurs centaines de fois par jour. D'où l'importance de laver les mains. Alors, on sait que ce virus persiste aussi sur les surfaces inertes avec lesquelles on est en contact tous les jours, comme le papier et le carton. On estime à peu près à 24 heures. Les métaux et le plastique, environ 72 heures. Les revêtements en polypropylène également 72 heures. On les retrouve dans tout ce qui est film alimentaire. Dans l'air, donc comme on en parlait tout à l'heure, à l'instant, environ 3 à 6 heures. Sur les vêtements 12 heures, sur le bois environ 4 jours et sur le verre à peu près 5 jours. D'où l'importance de nettoyer régulièrement les surfaces en verre. Le virus ne se transmet pas par l'eau du réseau d'eau sanitaire. Alors, je prends la parole et merci Marika pour ces informations. Alors, fort de ces données, le gouvernement a mis en place les modalités de déconfinement et déconfinement qui va intervenir, et on le sait, hein, à partir du 11 mai, si tout se passe bien, disent-ils. Ce déconfinement sera progressif et fonction du classement des départements, mais à partir de deux critères que sont la circulation du virus et le nombre de places en réanimation. Alors bien entendu, on peut rajouter des critères que vont être le nombre de tests de dépistage, le nombre de personnes infectées, la disponibilité en médicaments vont avoir également leur importance. Alors la semaine dernière, le Premier ministre a fait son allocution et a proposé plusieurs pistes d'action, plusieurs recommandations qu'on va dérouler au fil de cette présentation. Mais s'il y en a une sur laquelle on voudrait insister, c'est le maintien du télétravail. Lorsqu'il est possible, ce maintien du télétravail est vivement conseillé, d'autant plus en région parisienne. Ça va permettre aux salariés de limiter l'utilisation des transports en commun qui, comme on le sait, sont source possible et assez conséquente de la propagation du virus. Alors, Édouard Philippe avait parlé d'un temps de 3 semaines minimum, et c'est le délai nécessaire pour voir si, après le déconfinement, la courbe du nombre de cas aura plutôt tendance à monter, à se stabiliser ou à redescendre. Il avait indiqué, le Premier ministre, que le gouvernement s'engage à fournir des fiches de prévention. Alors, ces fiches sont disponibles sur le site du ministère du Travail et vous pouvez y accéder directement par le lien qui est indiqué là avec le curseur, avec la souris. Voilà, fiche de prévention. Le lien fiche de prévention. Et donc, comme le disait Céline tout à l'heure, on a travaillé également depuis hier soir plutôt, à partir où on a plutôt intégré les éléments du protocole national de déconfinement à notre présentation du jour. Alors, les gestes barrières, je ne vais pas revenir sur ceux qui nous sont répétés régulièrement par les médias. Lavez-vous les mains régulièrement, toussez dans le coude, utilisez le mouchoir à usage unique, saluez sans se serrer la main et sans s'embrasser. Ça, on sait tous ce qu'il en est. Par contre, deux éléments sur lesquels on avait envie de revenir parce que ce n'est pas qu'on ne les connaît pas, c'est qu'on les utilise assez mal. Ce sont les gants et les masques. Alors, pour ce qui concerne les gants, uniquement si c'est nécessaire. Alors, pourquoi ? Certaines entreprises, certains responsables d'entreprises nous ont dit « Oui, mais moi, je vais leur donner des gants systématiquement ». Ce n'est certainement pas la bonne formule dans la mesure où, à partir du moment où l'individu aura des gants, il va se sentir protégé et limiter sa vigilance. Et s'il se sent protégé,
eh ben, ça, rien ne va l'empêcher de toucher de se toucher le visage avec les gants et sans vraiment se rendre compte que ça peut déclencher pour lui l'apparition la survenue du virus. Vous avez en lien sur cette page la possibilité d'aller voir sur comment mettre et les retirer. Il s'agit des gants, hein, ce qui est noté par le curseur. C'est un lien vers le site de l'INRS, un 4 pages qui vous permet, qui est assez simple et facile de lecture. Concernant les masques, eh ben là aussi, on a des difficultés quant à l'utilisation qu'on peut en observer. Vous-même, vous pouvez l'observer dans la rue, des gens qui vont enlever, enfin, déplacer leur masque, le mettre sous le nez, le mettre sous la bouche, le remettre, se toucher le nez pour après aller se toucher l'œil, etc. Et comme l'a dit Marika, l'œil est une source de contamination, par exemple, le nez, la bouche également. Voilà. On vous a mis là aussi un lien vidéo du CHU de Nantes qui est assez sympathiquement fait et puis bien fait et validé par nos experts. Alors, la sortie du confinement devra et passera par une opération collective. Il va falloir créer des conditions sanitaires, sécuritaires et efficientes de reprise et de poursuite de l'activité en fonction de l'évolution qui sera à réévaluer régulièrement. Et pour cela, pour la réévaluer, on va vous proposer de créer, de constituer un groupe qu'on a, nous, appelé référent Covid. Alors, ce groupe va être… la constitution de ce groupe sera en fonction de la taille de votre entreprise. Si on est dans une petite entreprise, 2 personnes pourraient suffire. Et plus on grossit dans l'entreprise, plus on va grossir le groupe du référent Covid. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire quelque chose d'énorme, mais de faire quelque chose, d'avoir les personnes qui peuvent apporter ensemble une réflexion collective sur les réévaluations à réaliser. Il doit être composé donc de membres de la direction, de membres et de représentants de salariés et du CSE, et des personnes qui sont susceptibles d'être importantes dans ce groupe, comme le responsable des services généraux, le responsable informaticien, un juriste éventuellement. Bref, à chaque entreprise, de voir quelles sont les personnes les plus judicieuses à intégrer dans ce groupe. Les missions, ça va être de se tenir informé au quotidien de la situation dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 11 mai, vous allez avoir des gens qui vont arriver en présentiel dans l'entreprise, d'autres qui vont continuer de télétravail et d'autres encore qui vont être absents. Et ça va changer tous les jours, ou quasiment tous les jours. Ensuite, vous allez avoir des situations d'approvisionnement qui vont être aussi variables parce que le fournisseur, lui aussi, doit gérer l'organisation de son entreprise. Bref, tous ces éléments vont se connecter entre eux de façon quotidienne. Il va falloir les interroger de façon quotidienne. L'idée, c'est de maintenir la qualité du travail, c'est-à-dire l'activité et l'activité efficace de votre entreprise, tout en maintenant la qualité de vie au travail. Pour ça, les maîtres mots, c'est coordination, collaboration et communication. Bien entendu, c'est notre rôle de service de santé au travail, vous accompagner dans ces démarches de déconfinement, de réorganisation. N'hésitez pas à nous contacter et voilà, en fonction de nos moyens, en fonction de nos compétences, nous vous apporterons les informations possibles. Et si on ne sait pas, on vous orientera vers d'autres experts. Mais n'hésitez surtout pas à contacter votre service de santé au travail. Toutes les mesures de prévention que nous allons aborder là maintenant seront à intégrer dans votre document unique d'évaluation des risques, mais je reviendrai en fin de présentation sur ce point. Merci Laurent. Et je laisse la parole à Noémie.
On va, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous proposer un petit sondage de quelques questions pour connaître notamment l'état de votre entreprise pendant cette période de confinement. Donc, je vous laisse quelques instants pour répondre aux questions, notamment si votre activité a été suspendue totalement ou maintenue, si les salariés étaient en présentiel dans les locaux ou étaient en télétravail et si vous avez mis en place donc un certain nombre de mesures de prévention. Donc, je vais vous laisser quand même quelques secondes pour pouvoir compléter ce questionnaire et nous déroulerons ensuite la présentation. Voilà, encore quelques petites secondes. Donc, on peut voir que dans 60% des cas, donc l'activité a été maintenue mais partiellement. 35% ont quand même suspendu totalement leur activité et donc 95% de l'activité a été maintenue en télétravail. Donc, ça fait un fort pourcentage. Il y a 20% qui ont continué donc à travailler dans les locaux de leur entreprise. Et donc 36% qui ont qui ont mis en place des mesures qu'ils vont pouvoir continuer à appliquer après le déconfinement. Donc, on va passer à la suite. Merci Céline. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est de faire un état des lieux des bâtiments. Donc, si les sites, donc pour la plupart, les sites ont été fermés depuis le 17 mars, il faut se poser la question de est-ce que quelqu'un est passé régulièrement pour vérifier l'état du bâtiment ou en tout cas pour assurer l'entretien du bâtiment. Donc, la première chose à faire, si ça n'a pas été le cas, ça va être de faire déjà un tour du bâtiment, de visiter toutes les pièces, les locaux communs, les bureaux, les sanitaires, etc. et de vérifier le bon fonctionnement donc, des différents équipements. Donc, notamment, la première chose, c'est le réseau d'eau. Donc, on va ouvrir les robinets en grand, on va laisser couler l'eau pendant plusieurs minutes pour du coup permettre l'évacuation des dépôts. On pourra, si besoin, faire intervenir un technicien pour désinfecter les réseaux et limiter le risque de légionelle. On va également vérifier l'installation électrique, donc par une personne habilitée, parce que pour vérifier et toucher les installations électriques, il faut une habilitation. Donc, contrôler les prises, les câbles, est-ce que les lumières fonctionnent, est-ce que l'éclairage de sécurité fonctionne, les différents blocs, les sorties de secours, etc. En ce qui concerne le nettoyage des locaux avant ouverture, donc si les locaux n'ont pas été occupés dans les 5 jours qui précèdent l'ouverture ou la reprise de l'activité, on n'aura pas besoin de faire un nettoyage particulier. Donc, un nettoyage classique va suffire. C'est sûr que si personne n'a été dans les locaux et n'a assuré d'entretien du bâtiment, on a quand même presque 2 mois de locaux qui n'ont pas été nettoyés. Donc, il y aura de la poussière, il y aura des choses comme ça, mais on n'aura pas besoin de faire un nettoyage intensif parce que le virus ne survit pas, n'a pas survécu en tout cas pendant 2 mois. Si les locaux ont été occupés, à ce moment-là, on nettoiera les locaux avec un produit d'entretien virucide, mais j'y reviendrai par la suite. En ce qui concerne l'utilisation des ventilations et des climatisations, donc, on va éviter d'utiliser tout ce qui est ventilation mobile.
on va pouvoir programmer ou reprogrammer la ventilation à la vitesse nominale au moins 2 heures avant la période d'occupation du bâtiment. Idéalement, on va privilégier l'apport d'air frais. Donc, on va aérer les locaux par les ouvrants, donc les fenêtres, etc. Mais ça ne va pas toujours être possible. À ce moment-là, on va devoir maintenir la ventilation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les ventilations dans les toilettes devront être maintenues en continu. Les ventilations et climatisation dans les bâtiments devront également être laissées en fonctionnement, mais à une vitesse réduite. Si les bâtiments sont équipés d'une centrale de traitement d'air, on va devoir passer le fonctionnement de la climatisation en 100% d'air neuf et donc arrêter le recyclage de l'air qui est potentiellement pollué. On va également donc devoir faire un état des lieux des ressources que l'on a disponibles. Donc autant les ressources matérielles que les ressources humaines. Donc je vais commencer par les ressources humaines. On va définir les postes clés de l'entreprise. Quels sont les postes clés de l'entreprise qui vont nécessiter peut-être une présence au niveau des locaux et quels sont les postes que l'on va pouvoir laisser de manière plus continue en télétravail. On va estimer aussi l'absentéisme des salariés, à savoir que le 11 mai est la période de début du déconfinement, mais que l'ensemble des salariés ne va pas pouvoir revenir en présentiel au travail, soit parce que ce sont des personnes qui ont un état de santé fragile et à ce moment-là, il faudra revoir avec les salariés quelles sont les possibilités de travail en présentiel, éventuellement se rapprocher du médecin du travail. D'autres salariés qui vont avoir des difficultés pour, se rendre, au travail avec les transports en commun qui ne seront pas quand même à 100% de leur capacité de fonctionnement et également, les, salariés qui n'auront pas de mode de garde pour leurs enfants car, les écoles reprennent également progressivement à partir du 11 mai, mais, tous les enfants ne pourront pas retourner à l'école. Donc il va falloir qu'on puisse, avoir, une vision un peu globale de qui va pouvoir venir sur le site, les personnes qui ne vont pas pouvoir venir, les personnes qui vont pouvoir éventuellement continuer à télétravailler, ceux qui ne pourront pas en fonction des postes qui auront été, définis importants pour l'entreprise, si on s'aperçoit qu'il y a un certain absentéisme, de vérifier auprès des autres collaborateurs quelles sont les personnes qui peuvent potentiellement reprendre, cette activité pendant une période donnée. Au niveau des ressources matérielles, on va devoir également évaluer les stocks. Donc, évaluer les stocks du matériel qu'on a l'habitude d'utiliser, de vérifier qu'ils ne vont pas être un frein à la reprise ou à la poursuite de l'activité. Potentiellement, on pourra aussi prendre ou reprendre contact avec les fournisseurs pour savoir s'ils sont en mesure de nous livrer, à quelle période, à quel délai, car si finalement la reprise de l'activité dépend de la livraison de certains matériels et que l'on ne peut pas s'approvisionner en temps et en heure, ça va compromettre en tout cas le retour ou en tout cas ça va allonger potentiellement le calendrier. On va devoir aussi, vérifier ou commander, si ce n'est déjà fait, hein, l'approvisionnement, du matériel spécifique de, prévention, du risque biologique et de vérifier l'approvisionnement sur les produits désinfectants, hein, qu'il va falloir commander, en nombre, hein, vu qu'on fera un petit, point, après, sur, le nettoyage. Les gels hydroalcooliques, le savon, le différent matériel de protection, les masques, les gants, les blouses, etc. On va aussi devoir évaluer les possibilités d'aménagement des locaux. Donc, évaluer les surfaces de toutes les pièces des différents espaces de circulation, la présence ou non de vestiaires, des locaux, des espaces communs, quid également de l'espace déjeuner. Quand les salariés vont se retrouver en présentiel sur le site, on ne va pas pouvoir envisager dans un premier temps de pouvoir se restaurer à l'extérieur. Donc, comment est-ce qu'on va organiser la pause déjeuner au niveau de l'entreprise? Pour compléter un peu les propos sur les possibilités d'aménagement,
je vais vous présenter ce qu'on va appeler la surface utile. Donc, quand on a une bonne connaissance des surfaces, enfin, il faudra avoir une bonne connaissance de la surface, la superficie des locaux, on va devoir calculer la surface utile et du coup, ce qu'on va appeler la surface résiduelle. Ça va nous permettre d'estimer par rapport à tout type d'activité, combien de personnes peuvent se tenir en même temps dans une même pièce. Donc, ça va être valable pour tous les types d'activités, vu qu'on va pouvoir estimer le nombre de personnes que l'on va pouvoir avoir dans un open space, mais aussi on va pouvoir estimer finalement le nombre de clients qu'on va pouvoir accueillir dans un magasin. Donc, si on regarde cette diapositive ici, on voit par exemple qu'on a un espace de 30 mètres carrés où on a disposé 6 postes de travail. On va devoir estimer la surface au sol des bureaux, donc qui prennent forcément de la place, et les déduire de la superficie totale. Donc finalement, avec les petits calculs qui sont aussi détaillés dans le guide des confinements, on se rend compte aujourd'hui que sur un espace de 30 mètres carrés, finalement, on ne pourra mettre que 3 personnes en même temps dans cet espace. Donc on va devoir mettre en place des mesures organisationnelles pour limiter le nombre de salariés présents au même moment, potentiellement ici, par exemple, les mettre en quinconce et puis, éventuellement, pourquoi pas, enlever, les postes de travail qui ne seraient pas utilisés pour que l'on puisse avoir un maximum, de place et respecter la distanciation sociale. Donc 4 mètres carrés, hein, c'est 4 mètres carrés minimum parce que finalement, c'est, une distance minimale d'1 mètre, autour, du salarié. Sur la partie gestion du nettoyage des locaux. Donc le nettoyage des locaux, ça va être une grosse partie, en tout cas, ça va être une grosse modification dans les semaines, dans les mois à venir même. Il va falloir établir une procédure de nettoyage, par exemple, parce qu'on va avoir une intensification de la fréquence de nettoyage des différents supports. Donc, par exemple, les poignées de porte, les interrupteurs, les toilettes, etc., vont devoir être nettoyés à minima 2 fois par jour. Les lieux de restauration, les appareils électroménagers également, 2 fois par jour. Les bureaux devront être nettoyés après finalement chaque utilisation, donc à la prise de poste, à la fin du poste, les équipements de protection collective également 2 fois par jour. Donc on a vraiment une intensification de la fréquence de nettoyage par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant. Dans tous les cas, ce qui va être important, c'est d'aérer les locaux plusieurs fois par jour. Donc ce qui est recommandé, c'est au moins 3 fois par jour pendant 15 minutes. On va devoir utiliser des produits qui sont spécifiques. Donc d'abord, un nettoyage avec un détergent classique. En fonction de l'évaluation des risques et de votre activité, on pourra devoir désinfecter les surfaces avec, par exemple, de l'eau de javel diluée ou encore un autre produit désinfectant qui va être validé par la norme EN 14476 et qui va comprendre notamment la caractéristique virucide. Donc ces caractéristiques vont être présents notamment dans les fiches de données de sécurité. Donc il faudra qu'on s'assure également qu'on utilise ces produits dans de bonnes conditions et que l'on met les équipements de protection adaptés. On va avoir 2 possibilités. Soit le nettoyage des locaux est assuré par un collaborateur en interne. Dans ces cas-là, il va falloir s'assurer de la reprise effective, de vérifier que l'augmentation de la charge de travail est finalement compatible avec les horaires de travail que la personne fait, ou en tout cas, sont notifiés dans son contrat, la former et l'informer parce qu'on va avoir, des procédés et puis, des choses qui vont être quand même différentes par rapport à ce qui pouvait être fait avant. Si, le nettoyage des locaux est assuré par, un prestataire, donc il faut s'assurer que le prestataire va pouvoir reprendre, s'il a arrêté temporairement son contrat, va pouvoir reprendre le contrat, pourquoi pas l'intensifier et avec cette procédure de nettoyage, on pourra lui donner des indications sur, l'augmentation des fréquences et les types de produits utilisés et éventuellement, les formations qui seront adaptées pour qu'il puisse, réaliser,
réaliser le nettoyage des locaux dans de bonnes conditions également. Un autre point, donc où on va passer en revue un certain nombre de critères, ça va être de réorganiser la vie collective sur le site. Donc on va vous lister un certain nombre de choses et de recommandations qu'il va falloir suivre pour que cela se passe au mieux. Donc le premier point important, c'est l'arrivée et le départ sur le site. Donc ce qui est recommandé, c'est que l'on puisse décaler les horaires de travail, augmenter l'amplitude d'arrivée, augmenter l'amplitude de départ pour justement que l'on évite ce que l'on va appeler, et un terme que vous pourrez retrouver également dans le protocole de déconfinement, ce qu'on va appeler les goulots d'étranglement. Ça veut dire que plusieurs personnes ou qu'un nombre de personnes important se trouvent au même moment, au même endroit, et qu'on ne puisse pas finalement respecter cette distanciation sociale. Pour les sites, on devra, par exemple, condamner, les tourniquets pour éviter, les contacts, avec, les surfaces. Si possible, mettre en place une zone d'entrée qui va être matérialisée avec, par exemple, un marquage au sol pour que, le salarié puisse retirer son masque, parce qu'il va venir des transports en commun. S'il prend les transports en commun parisiens, il y aura une obligation de port du masque. On mettra en place du coup des poubelles à pédales pour éviter que toujours la même chose, hein, pour éviter finalement de devoir toucher un certain nombre de choses. On va l'inviter, si c'est présent, à se laver les mains ou éventuellement mettre en place des solutions hydroalcooliques. Donc il faudra aussi pouvoir mettre des affichages, des formations pour montrer aux salariés comment est-ce qu'on se lave les mains, comment est-ce qu'on se frictionne les mains avec du gel hydroalcoolique. On peut trouver un ensemble d'affiches qui sont disponibles sur différents sites. Et on pourra fournir les EPI du site. Certaines entreprises, par exemple, vont mettre à disposition ce qu'on appelle un kit salarié. Et dans ce kit salarié, on aura des masques, du gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes pour nettoyer son poste de travail. Pour les ascenseurs, on va essayer de limiter, lorsque c'est possible, leur utilisation. Donc, privilégier les escaliers. Attention, privilégier les escaliers, on vous dit de ne pas trop toucher les surfaces. Par contre, quand on prend les escaliers, on tiendra quand même toujours la rampe. Les chutes représentent, un taux important d'accidents de travail, et on ne doit pas créer d'autres risques en essayant de prévenir le risque, biologique. Donc idéalement, les ascenseurs seront utilisés seuls. On garde toujours à l'esprit cette surface de une personne pour 4 mètres carrés. On essaiera de limiter, de par exemple, pousser, les portes avec le pied pour éviter de toucher les poignées de porte avec les mains. On pourra, pourquoi pas, hein, imposer le port du masque dans les ascenseurs. Si on est sur des étages élevés, si, on est obligé de prendre l'ascenseur pour arriver, sur son poste de travail, on pourra demander à ce que le port du masque soit, à ce que le masque soit porté. Dans les espaces de déplacement, on va, essayer, si possible, de laisser les portes ouvertes pour justement éviter ces goulots d'étranglement. Si on ne peut pas, délimiter un sens de circulation unique et par exemple prévoir une porte pour l'entrée, avoir un sens de circulation unique dans l'entreprise et une porte de sortie, ça veut dire qu'à un moment, les salariés vont être amenés à se croiser dans la journée. Le fait d'ouvrir justement les portes fait qu'on aura plus de facilité à garder, cette, distanciation sociale. Laurent, je te laisse reprendre. Merci Noémie, merci beaucoup. Donc Noémie a débuté une présentation de la vie collective sur site. Alors il est vrai que on va essayer on tente d'être le plus exhaustif possible, mais il est très probable que vous ayez des situations qui soient vraiment propres à votre établissement et donc qui seront à interroger vraiment en interne. Alors,
l'une de ces règles ou l'une de ces situations de vie collective, c'est le repas de midi, le déjeuner, que certaines personnes avaient peut-être l'habitude de prendre au restaurant ou au café du coin. Et là, ce ne sera pas possible, en tout cas au début du déconfinement. Alors, l'entreprise a peut-être en interne un restaurant d'entreprise. Alors, dans quel cas, la première question à se poser, c'est le prestataire est-il prêt à ouvrir au 11 mai, en tout cas à la date de l'ouverture de l'entreprise. Dans quel cas, si effectivement il est dispo, on va mettre en place, et on doit mettre en place, la distanciation de 2 mètres. Alors, le document du protocole national de confinement propose 1 mètre minimum, et c'est vrai que 2 mètres semble plus approprié. Organiser des roulements pour les pauses permettra aux personnes de limiter on va éviter le rassemblement de personnes. Et si ce n'est pas possible, de mettre en place une file d'attente avec, là aussi, une distanciation marquée au sol. Des gels hydroalcooliques aux entrées et aux sorties du restaurant. Proposer des plats déjà prêts ou emballés, ça peut être une solution. Alors, on va éviter dans les restaurants collectifs les entrées rassemblées dans des saladiers et où le salarié va se servir. Ça, c'est vraiment à proscrire et il vaut mieux effectivement proposer des plats qui soient déjà préparés et pourquoi pas un plateau repas déjà tout prêt dans lequel on va proposer là aussi un plat de résistance plutôt froid afin d'éviter l'utilisation du micro-ondes et la file d'attente pour cette utilisation. On va supprimer aussi les outils communs. Alors, ce que j'appelle les outils dans le restaurant, ça va être la carafe, le sel, les fontaines à eau, etc., qui sont là aussi source de contamination du virus. D'autres éléments sont à réfléchir, mais vraiment en interne à chaque établissement. Alors, pour les entreprises qui n'ont pas de restaurant en interne, elles proposent généralement des salles de repos et une cuisine. Donc là aussi, on va permettre une distanciation suffisante entre les personnes. Et si cette distanciation n'est pas possible parce qu'il manque de place, il va falloir organiser les pauses de façon à alterner les personnes et pouvoir respecter cette distanciation. Utilisation des lingettes lorsqu'on va se servir des machines qui sont en commun, telles que la machine à café, le réfrigérateur, le four à micro-ondes, si certains doivent réchauffer leur plat. La vaisselle, même si on pense que la vaisselle doit être individualisée, hein, chacun prend son assiette, ses couverts, son verre pour manger au quotidien dans l'entreprise et puis va s'occuper de le nettoyer et de le garder pour lui. Toute la nourriture qui arrive également sur le site doit être emballée et l'emballage doit être nettoyé avant d'être intégré dans le réfrigérateur. Et puis enfin, équiper les espaces avec des poubelles à pédales de façon à éviter là aussi le contact avec les matériaux. On peut s'interroger sur l'autorisation du déjeuner au poste de travail, et ça, c'est l'entreprise qui doit prendre cette décision en fonction de l'activité, en fonction du type de poste que vous avez. Réorganiser la vie collective sur site, c'est aussi regarder ce qui se passe au niveau de la réserve. Une seule personne en accès à la réserve dans la mesure du possible. Et si ce n'est pas possible, là, pour le coup, on va leur fournir des gants. On va fournir des gants aux différents utilisateurs, des gants, et le nettoyage des outils partagés. Ça peut être une tablette, ça peut être des machines-outils. Il va falloir nettoyer les poignées de porte, etc., les surfaces qu'on a pu toucher. Tout à l'heure, Noémie vous parlait de l'approvisionnement et il est vrai que, comme je disais en préambule de mon intervention tout à l'heure,
le fournisseur vit les mêmes difficultés organisationnelles que vous. Donc, l'approvisionnement qu'il peut avoir à vous fournir peut souffrir des mêmes contraintes. Et donc, ça nécessite en interne d'évaluer régulièrement les stocks et anticiper les ruptures. Et pour le coup, donner l'information, en cas de difficulté bien entendu, mais donner l'information au groupe référent Covid qui, lui, va prendre toutes ces informations et pour réaménager l'ensemble de l'organisation de l'entreprise. Alors, on vient de parler des réserves. Les véhicules, on est dans cette même dynamique. On va éviter de partager des véhicules, là aussi, dans la mesure du possible. Et si ce n'est pas envisageable, eh bien, fournir des gants aux conducteurs et que chacun nettoie avant et après les outils partagés que sont le volant, les clés, les poignées de porte, le frein à main, etc., etc. Le transport de passagers, imposer, et vraiment, c'est vraiment important, imposer un lavage des mains à l'entrée du véhicule. Favoriser le transport d'une seule personne en même temps. Installer une séparation en plexi, en plastique, entre l'avant et l'arrière. Et si ce n'est pas possible, imposer le port de protection tels que les masques. Et lorsque le passager est sorti, nettoyer les surfaces qu'il a pu toucher avec une lingette. Concernant le transport collectif par utilitaire, même dynamique, on garde une distanciation, on laisse une place vide entre deux passagers et on impose le lavage des mains à l'entrée du véhicule. Les espaces fumeurs. Les fumeurs ont l'habitude de se retrouver bien souvent autour d'un énorme cendrier. Et c'est un moment de discussion, c'est un moment d'échange qu'on peut trouver assez convivial en général. Et bien qu'il va falloir casser un petit peu par cette distanciation sociale. Et pour le coup, ce gros cendrier ne peut plus être utilisé par tous et on va privilégier la multiplication des cendriers pour l'ensemble des fumeurs. Mise à disposition de gel hydroalcoolique, cette recommandation, elle est quasi systématique. Elle est quasi systématique. Les sanitaires, vous allez avoir moins de salariés dans votre établissement. On n'a peut-être pas besoin d'ouvrir l'ensemble des sanitaires. Et donc, le fait d'en maintenir certains fermés va limiter les besoins en nettoyage et va permettre au personnel de ménage d'orienter son action sur d'autres nouvelles missions qui leur auront été données. Adapter le nombre de personnes à la taille des locaux, c'est supprimer des urinoirs, 1 sur 2, matérialiser des espaces d'attente à l'extérieur, surtout pour les établissements qui reçoivent du public, où on peut avoir par moment de la file d'attente à l'entrée des toilettes. S'assurer de la mise à disposition de savons et d'essuie-mains jetables, ça c'est un préalable, et éviter les torchons en tissu, les rouleaux qu'on déroule comme ça, et qui sont là aussi une source assez significative de contagion possible. Mettre à disposition des lingettes désinfectantes, notamment pour le nettoyage de la lunette des WC et du bouton de chasse d'eau. Disposer des poubelles, pour la gestion des déchets, disposer des poubelles à pédales, ça c'est aussi assez fondamental, avec double sac. Alors, aux entrées et aux sorties de l'établissement, dans les espaces de repos, des sanitaires, près des ascenseurs, en fait, on va multiplier ces poubelles. Mais en multipliant ces poubelles, on va aussi multiplier l'activité des personnels de ménage. Il va falloir penser à leur signifier que les poubelles sont à vider régulièrement. Je relaisse la parole à Noémie.
Donc, on va passer sur une partie un peu plus spécifique, comment on va réorganiser les postes de travail. Donc, d'abord, des généralités. Donc, vous l'avez compris, on insiste beaucoup, mais les principes de base, ça reste les gestes barrières et la distanciation sociale. Le télétravail donc, doit être privilégié, mais il doit aussi être organisé et managé. Une partie des entreprises n'avaient, quasiment jamais eu recours au télétravail avant le confinement et s'il doit être poursuivi, il faut s'assurer que les salariés puissent le faire dans de bonnes conditions, de conditions, matérielles et d'accès, aux outils. On va mettre en place prioritairement les mesures collectives et les mesures d'organisation. Donc, par exemple, le télétravail, les horaires en décalé, le fait d'organiser, de limiter les réunions en présentiel, de mettre en place des équipements de protection collectifs comme les plexiglas sur les bureaux, de privilégier également des équipes fixes afin de réduire le nombre de personnes contacts, donc d'éviter les équipes tournantes, d'avoir une équipe fixe en télétravail, puis une équipe fixe en présentiel. Mais si malgré tout ça, on n'arrive pas à respecter la distanciation sociale en présentiel, on va pouvoir rendre obligatoire le masque. Mais c'est une mesure de prévention, un équipement de protection individuel qui doit être finalement envisagé en dernier recours ou en fonction, bien sûr, de l'activité. On verra un peu plus tard les spécificités d'activités qui reçoivent du public. Donc, on va informer les salariés que les espaces de travail vont potentiellement être réorganisés, que on va peut-être bouger les bureaux, qu'on va réattribuer certains postes de travail et on va pouvoir du coup matérialiser les espaces, les salles d'attente, les sens de circulation, etc. Donc, on va devoir tenir compte de ces recommandations, toutes ces choses qui vont être mis en place et de s'assurer donc que on va pouvoir adapter donc la charge de travail. La difficulté, ça va être aussi de pouvoir créer du collectif entre une équipe qui est en télétravail et une autre équipe qui est finalement en présentiel. On va devoir adapter la charge de travail parce que les salariés finalement qui vont venir, en présentiel vont avoir un certain nombre de choses à faire, en plus. Par exemple, nettoyer, leur poste de travail avant l'utilisation, après l'utilisation, potentiellement porter des masques, porter, des gants, porter des visières, enfin en fonction de l'activité, on pourra avoir un certain nombre d'équipements qui vont finalement, alourdir, la charge, mentale aussi au niveau, du travail. On va, vous, proposer non, c'est pas encore maintenant. Un petit aspect pratique, donc ça va concerner le courrier et les livraisons. Donc en fonction des secteurs d'activité, il faut privilégier vraiment le mail au courrier papier. Comme on a pu le voir tout à l'heure, la durée de vie du virus sur les cartons, c'est environ de 24 heures. Donc si on peut, recevoir le courrier et les livraisons et les mettre dans une zone d'attente et attendre 24 heures pour les traiter, c'est, une bonne chose. Ce ne sera pas toujours possible. Si on peut affecter une seule personne à cette tâche, une seule personne par jour, pour éviter aussi, de multiplier les contacts avec, du matériel potentiellement, infecté. À ce moment-là, on pourra fournir, à la personne en charge du courrier des gants, un masque et lui donner des consignes, ouvrir les enveloppes, scanner le courrier, l'envoyer au bon destinataire par voie numérique. Parce qu'on comprend bien qu'il va falloir aussi éviter de transporter l'ensemble du courrier et d'aller le redistribuer à chaque collaborateur. Lorsque les livraisons ne peuvent pas attendre cette période de 24 heures, notamment, des, livraisons de produits alimentaires ou de choses comme ça qui doivent être rangées, on pourra, quand même les ranger, hein, mais il faudra s'assurer, que l'on fasse dans de bonnes conditions. Donc porter des masques,
et des gants et désinfecter les cartons avec du produit désinfectant et les produits également devront être désinfectés avant le rangement. Donc on devra séparer les cartons et les emballages de leur contenu. Donc on rappelle juste que dans ces périodes, on ne prévoit pas de se faire livrer des choses personnelles au sein de l'entreprise pour ne pas multiplier les risques. On va vous proposer, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, des aménagements spécifiques, savoir si finalement vous travaillez dans des espaces partagés, en contact avec du public ou, en prestation, pourquoi pas en chantier ou chez des clients ou sur des interventions, techniques. Donc je vous laisse également quelques, minutes pour, répondre à ce petit questionnaire. On va pouvoir ensuite, détailler quelles sont les spécificités ou, les choses à prendre en compte pour aménager au mieux, les espaces ou, de donner, les bons équipements, aux salariés. Donc on voit que, la majorité des salariés travaillent dans des espaces partagés où, presque la moitié, 50 sont en contact, avec du public. On a également 20 qui, va, plutôt, travailler en extérieur, en prestation, soit chez un client ou sur des chantiers. Donc on va, justement pouvoir, expliciter ces 3 types de, situations. Donc d'abord, les postes de travail où on va, accueillir du public. Donc on va identifier les caractéristiques de l'activité. Identifier les caractéristiques de l'activité, ça va nous permettre de, voir, quelles sont les situations qui potentiellement vont poser des soucis et voir comment on va devoir, et qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place et puis comment on va devoir le mettre en place. Donc, par exemple, on va se poser la question du nombre et du type de personnes accueillies, des visiteurs, des usagers, des clients. Le circuit de ces personnes quand elles arrivent dans les lieux, quel circuit elles vont avoir, est-ce qu'elles vont passer par plusieurs bureaux, par un seul bureau? Est-ce qu'on va avoir un sens de circulation? Est-ce qu'elles vont voir plusieurs personnes? Quelles sont les modalités d'accueil? Est-ce qu'on accueille avec ou sans rendez-vous? Est-ce qu'on va échanger des objets, des documents, de la monnaie, d'autres types d'objets, des clés, et cetera? Est-ce qu'on a un contact direct avec la personne qui vient, qui se présente? Par exemple, toutes les, professions paramédicales, les auxiliaires de puériculture, les coiffeurs, et cetera. Et on se posera également la question de la fréquence et de la durée des échanges, parce qu'on ne va pas devoir prendre les mêmes précautions si on parle à quelqu'un pendant 30 secondes que si on le reçoit en entretien ou, en consultation, pendant, 30 minutes ou pendant 1 heure. Donc les recommandations, comment est-ce qu'on va s'organiser? Donc on garde toujours bien à l'esprit, de pouvoir définir la capacité d'accueil de l'espace. Donc en fonction de la superficie qu'on aura calculée, en amont, on va savoir le nombre de personnes qui peuvent être au même moment dans cet espace. En fonction de l'activité, on pourra, pourquoi pas, si on reçoit sans rendez-vous, essayer de s'organiser différemment, si c'est possible, hein, et recevoir sur rendez-vous. Décaler les heures de rendez-vous pour que finalement on ait, moins de personnes qui se présentent à la même heure, au même endroit. On pourra, dans les salles d'attente, du coup, espacer les sièges, mais pourquoi pas aussi envisager de faire patienter, les, personnes à l'extérieur. Il faut aussi toujours regarder à l'esprit les goulots d'étranglement et ne pas finalement reporter les risques sur l'extérieur. Si on délimite une salle d'attente et qu'on estime qu'on ne va pas avoir plus que X personnes dans la salle, il faut éviter qu'on ait, 30 personnes sur le trottoir qui attendent et où on ne pourra pas garder finalement cette distanciation, sociale.
On va essayer de limiter les déplacements des personnes extérieures dans la structure et pourquoi pas le nombre de personnes rencontrées quand c'est possible. De limiter, de revoir peut-être les process et les organisations pour qu'on, limite, les personnes que l'on va rencontrer, au cours du rendez-vous. On va essayer de formaliser un parcours pour la personne que l'on va accueillir, d'afficher clairement ce qu'on a besoin, qu'elle comprenne. Est-ce que, par exemple, à l'entrée, on va lui proposer un masque? Est-ce qu'on va lui demander de, se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique? Donc on pourra mettre en place des affiches. Il faut que les consignes pour la personne accueillie soient également, claires. Dans les salles d'attente, on enlève bien sûr tous les documents. On ne met aucun document dans les salles d'attente, pas de plaquettes, pas de je cherche mon mot, de magazines et cetera. On va, en fonction, pouvoir réinstaller ou installer des hygiaphones et des plexiglas pour, délimiter aussi et limiter en tout cas les risques de propagation, de poustillons et cetera lorsque l'on est justement en contact avec du public. Donc on revient sur des équipements qui ont été, mis en place dans les années 90 et qui ont été, abandonnés depuis, hein, mais c'est en tout cas ce qui va être, préconisé en termes d'équipement plutôt collectif et ensuite, en fonction, on envisagera d'autres équipements adaptés à l'activité, une blouse, un masque, une visière. Ça va vraiment être en fonction de tous les critères qu'on aura pu identifier dans l'activité au préalable. Et on va essayer de limiter également les échanges physiques et le contact. Donc on va par exemple, hein, préférer, les, paiements en carte bleue ou les paiements, sans contact. Pour la partie sur les postes de travail partagés, donc sans accueil du public. Par exemple, les flex office, les postes de travail où on va avoir des opérateurs qui vont être alternants parce qu'on est sur des rotations en équipes successives, où on va par exemple aussi partager du matériel, des téléopérateurs, des personnes qui travaillent dans des ateliers, dans des laboratoires, ou encore qui travaillent en binôme. Aujourd'hui, en période de pandémie, on oublie le flex office. Ce n'est pas possible de, continuer à travailler en flex office. On va devoir attribuer un poste fixe aux personnes, pour, du coup, un poste fixe à la journée pour, justement limiter, les contacts, les échanges, les, potentielles, infections, des, différentes surfaces. Il va falloir instaurer un protocole de nettoyage des machines par l'opérateur, du bureau par le salarié, avant la prise de poste et à la fin de la période de travail. Donc ça veut dire aussi qu'en fonction des machines qui peuvent être utilisées par plusieurs personnes, on va peut-être devoir revenir un peu en arrière et par exemple, ne pas, favoriser la polyvalence, pour, limiter justement l'utilisation de 4, 5, 6 machines différentes, alors que sur une même journée, on pourra peut-être, en utiliser qu'une seule. Et changer, enfin, en tout cas, revoir l'organisation qu'on peut envisager sur la, polyvalence, des, salariés. Donc toujours, hein, la même chose, il faut respecter les capacités d'accueil des pièces. Donc on le dit, on le redit, ça va concerner vraiment tous les secteurs, finalement tous les secteurs d'activité. Donc on va dans les flex office ou dans les open space en général, on va éviter le face à face. Plutôt avoir des postes de travail en quinconce. Si on ne peut pas, éviter le face à face parce que, on ne peut pas réaménager autrement, à ce moment-là, on pourra, mettre en place, des plexiglas. Va falloir réaménager les zones de travail pour justement espacer au mieux les postes de travail, définir des zones de circulation et cetera. On pourra toujours, hein, en fonction des activités, rendre le port du masque obligatoire. On a de toute façon certaines activités qui ne peuvent pas être réalisées seules. Des interventions techniques, du port de charge et d'autres où on va devoir travailler en binôme pendant une période donnée. À ce moment-là, on demandera, enfin on rendra
obligatoire le port du masque et d'autres équipements pour limiter justement le risque de propagation du virus. Enfin, sur la partie merci Céline. Sur la partie travail extérieur au site ou intervention de prestataires. Donc on va se poser la question également, quels sont les modes de déplacement? Est-ce qu'on en intervient seul ou à plusieurs pour les prestataires qui vont intervenir chez des clients, pour des interventions techniques, pour, dans le bâtiment par exemple ou dans la propreté? Est-ce qu'on a un local de stockage de matériel où on doit aller s'approvisionner avant de se rendre chez le client? Comment est-ce que ce local est partagé? Est-ce qu'il est partagé? Est-ce qu'on va pouvoir, régulièrement se laver les mains? Est-ce que, en cas de, contact, on va pouvoir, est-ce qu'il y aura des vestiaires? Est-ce qu'on va pouvoir prendre une douche et cetera? On a un certain nombre de fiches métiers ou de guides de recommandations qui sont, sortis soit, par le ministère du Travail, soit par les branches professionnelles. Je pense notamment au BTP, à la propreté, aux interventions, techniques, aux interventions à domicile et finalement, en fonction de son secteur et l'ensemble des guides qui sont disponibles sur le site du gouvernement, on va pouvoir, essayer de trouver un guide qui se rapproche de notre activité et voir quelles sont les «bonnes pratiques» entre guillemets et les recommandations. Par exemple, on essaiera de connaître en amont de l'intervention, quelles sont les conditions d'intervention, de coactivité. Comment est-ce qu'on va intervenir, dans une entreprise? Est-ce qu'on va devoir, si par exemple on vient en véhicule et que Laurent a déjà évoqué ce point, est-ce que si c'est pas possible d'être seul, on devra peut-être mettre en place, des aménagements par rapport à l'utilisation des véhicules, éviter d'avoir des, conducteurs qui vont être tournants. On va, mettre en place des protocoles de nettoyage du matériel, des véhicules et cetera et de rappeler les règles sanitaires qui vont devoir être appliquées, les mesures d'hygiène, les, équipements de protection qu'on va devoir mettre sur le lieu de l'intervention, mais aussi en dehors du lieu de l'intervention. C'est pour ça que d'avoir, cette fiche, technique de transmission des informations également en amont, va nous permettre d'évaluer quels sont les équipements qu'on va disposer chez le client, par exemple, et quels sont les équipements qui devront être fournis par, notre employeur. Sur le lieu de l'intervention, si ce n'est pas fait, on pourra demander à ce que, l'intervention, enfin le lieu soit balisé pour éviter que d'autres personnes ne viennent en supplément, s'ajouter dans la zone de travail. Il faudra aussi également respecter, hein, les consignes du lieu de l'intervention ou du coup de la personne qui nous reçoit, respecter potentiellement le sens de circulation. Si on doit amener beaucoup de matériel, si on doit se déplacer à plusieurs, il faut, éviter de se déplacer en groupe et plutôt, favoriser les déplacements, notamment, en, file indienne. Alors, que faire si vous êtes confronté à un salarié qui est peut-être malade? Le maître mot, ça va être l'anticipation de cette situation en créant une procédure qui va être affichée et vraiment bien connue de tous. Tout ceci en collaboration avec votre médecin du travail. Donc, c'est un travail qu'il faut commencer à faire dès maintenant. Donc, si un salarié est peut-être malade, il faut évidemment isoler ce salarié, ne pas lui permettre d'accéder à sa zone de travail, faire appel donc aux sauveteurs secouristes du travail qui doivent être bien identifiés et prendre toutes les mesures de protection individuelle comme les gants, les masques. Il va falloir permettre à ce salarié potentiellement malade de revenir à son domicile tout en respectant au maximum la distanciation sociale et l'inviter à prendre contact avec son médecin traitant. Je fais un petit aparté sur l'appel au 15. Bon, ça a été très largement médiatisé, mais l'appel au 15, il doit être limité aux situations d'urgence uniquement. Si elle se présente, il ne faut pas hésiter à le faire,
mais ne pas faire le 15 en excès. Du coup, lorsque le salarié a quitté le lieu de travail, il va falloir aérer sa zone de travail, procéder au nettoyage et à la désinfection de son de son poste de travail, de ses outils, et puis prendre contact avec le service de santé au travail. En aval, il va y avoir un travail de communication et de rassurer les collaborateurs qui sont présents, parce que toutes ces mesures qu'on prend, elles existaient déjà, elles sont vraiment établies pour limiter la contagion, et pas pour faire monter l'anxiété des salariés et des collègues. Donc effectivement, Pardon Marika, j'en profite juste pour vous prévenir que la conférence va durer a priori jusqu'à 17h30. Tu peux continuer, Marika. Merci. Donc, il va être très, très important aussi de prendre en considération la dimension psychosociale de l'épidémie, aussi bien en ce qui concerne la période de confinement que la période de déconfinement. Pour ce qui est de la période de confinement, bien entendu, elle va pouvoir avoir généré auprès des salariés une anxiété par rapport à leur propre santé, mais aussi par rapport à la santé de leurs proches. Il y a les conséquences qui sont liées à l'isolement et à la diminution effectivement du soutien, et notamment dans des périodes qui sont parfois tragiques, qui vont jusqu'au décès. Il va y avoir un impact possiblement social avec des difficultés financières. Comme on l'entend aussi beaucoup dans les médias et comme on le sait, il y a des situations qui sont liées au confinement et qui peuvent aller jusqu'aux violences conjugales ou vis-à-vis des enfants. Il y a aussi un problème qui se présente, qui est la non prise en charge des pathologies qui étaient déjà préexistantes à l'épidémie, où les gens se sont sentis peut-être devoir laisser les patients Covid en priorité, ou alors ont eu la crainte de côtoyer des structures médicales, de crainte de se contaminer eux-mêmes par le Covid. Et puis, il y a des impacts qui concernent le travail, avec des salariés qui se retrouvent en sous-charge de travail, et on sait que c'est potentiellement douloureux. Et puis, au contraire, des salariés qui se trouvent en surcharge de travail, notamment, il y a la nouveauté du télétravail. Enfin, pour certains, ce n'est pas une nouveauté, mais là, il y a la généralisation du télétravail, avec souvent la difficulté à circonscrire des horaires et puis du coup, à bien déterminer une barrière entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et puis, il y a un impact aussi possible au déconfinement, avec une certaine ambivalence, parce qu'il y a l'espèce d'euphorie de se dire qu'enfin on va être libre, et puis en même temps la recrudescence des angoisses liées à la contamination par le virus. Il y a un deuil à faire, parce qu'effectivement, au début du confinement, il y a eu beaucoup de médiatisation et face aux grosses fêtes, aux retrouvailles qu'on pourrait faire, organiser à la période de déconfinement. On sait aujourd'hui que ça ne sera pas possible, et que on mettra de longues semaines avant de retrouver une vie sociale entre guillemets normale. Et puis, il y a aussi des doutes qui peuvent exister face à la pérennité d'une entreprise, et puis au maintien de son travail. Je prends le relais, Marika. Merci pour ces informations. Et comme le signifiait Marika, on va avoir des situations de risques psychosociaux liées au confinement et au déconfinement. Alors, avec ces données, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, dans l'entreprise, pour que les choses se passent au mieux? Eh bien, la première des choses, c'est de construire un cadre rassurant et bienveillant. Et pour ça, on va anticiper, bien sûr, bien entendu, le retour des salariés, et communiquer et informer sur la préparation du déconfinement.
notamment sur les modalités d'organisation. Le salarié a besoin, hein, et imaginons le salarié qui vit et qui est particulièrement anxieux de revenir, de prendre les transports et de revenir dans un espace avec d'autres personnes. Il a besoin, lui, qu'on lui dise que nous, on a pris en compte la situation du coronavirus dans l'entreprise pour présenter ta santé et ta sécurité. Il a besoin de l'entendre, il a besoin d'entendre ce que vous avez fait pour être rassuré. Et vous allez faire des choses, vous allez mettre en place les systèmes qui vont permettre de travailler le plus en sécurité possible. Communiquez-le à vos salariés, dites-leur ce que vous avez fait. Et puis en même temps, on va faire attention au discours, au type de discours qu'on a sur l'activité. Il serait dommageable pour le salarié, enfin, il serait dommageable, je ne trouve pas le terme exact, mais ce serait gênant en fait d'avoir un discours qui mette une pression supplémentaire aux salariés. Il y en a déjà suffisamment avec la situation sanitaire pour pas qu'ils entendent. Bon, alors maintenant, on n'a pas bossé depuis 2 mois, il va falloir qu'on rattrape le retard perdu. C'est tout l'ensemble, c'est le collectif qui va faire remonter l'entreprise. Ce sera à terme beaucoup plus efficace que si on leur met la pression dès le départ. Alors, on peut avoir différents outils pour anticiper le retard des salariés. Alors, l'un des outils, c'est un mini-sondage réalisé par le service RH. Mini-sondage, attention, anonyme, pour évaluer l'état émotionnel des salariés à la reprise du travail. Puis aussi, en fonction de la taille de l'entreprise, prévoir une réunion de retour animée soit par la direction, soit en fonction de la taille de l'entreprise par les membres du service RH, par les managers de proximité. Toujours est-il qu'il faut il est important d'accueillir les personnes le jour de cette reprise. Leur dire, prendre de leurs nouvelles et leur dire ce que vous avez mis en place et ce que vous avez projeté pour l'avenir. Alors ça peut être fait également avec un webinaire tel qu'on est en train de le faire aujourd'hui ensemble. Ça peut être organisé en fin de semaine ou éventuellement début de semaine prochaine, tout est fonction de la date de reprise, ou un webinaire qui vous permette de donner là aussi des informations sur l'état et la situation de l'entreprise. Certains salariés, on sait que certains salariés ont vécu des moments difficiles. Ils ont été malades, ils ont perdu un proche, ils sont en difficulté dans ce que disait Marika, dans leur couple, etc. Il serait peut-être intéressant de chercher à échanger avec eux, à discuter avec eux pour les laisser s'exprimer, leur laisser extérioriser leur situation propre. N'hésitez pas, dans ce cas, à faire appel à votre service de santé au travail. Le médecin du travail, la psychologue du travail, la psychologue clinicienne, l'assistante sociale sont des personnes qui sont là pour vous aider dans ce type de situation. Alors, on va adapter toujours dans cette question des risques psychosociaux. Alors, je sais que c'est un terme qui fait un petit peu peur, ces risques psychosociaux, mais des situations, j'ai envie de dire des situations humaines. On va adapter l'organisation du travail et le management en privilégiant le management participatif. Les salariés sont les personnes qui connaissent le mieux l'activité. Les faire participer, c'est permettre de clarifier les rôles et définir, enfin, ça va vous permettre à vous, responsables, de clarifier les rôles et définir les priorités. Adapter la charge de travail à chacun afin de mettre en œuvre une reprise sereine, c'est ce que disait Marika sur la sous-charge et la surcharge de travail. Une chose importante, c'est renforcer le sentiment de reconnaissance et d'appartenance. Vous avez eu des salariés qui ont travaillé de chez eux et qui se sont donnés à fond. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu le faire pour X ou Y raison, parce qu'ils avaient 3 enfants dans un 40 mètres carrés
et les deux conjoints travaillaient dans le même espace et les enfants qui jouaient à côté. Donc, travailler et se donner à fond et apporter encore plus à l'entreprise, c'est compliqué dans ces situations-là. Mais certains ont réussi et certains ont fait l'effort. Reconnaître cet effort, c'est aussi s'assurer de la disponibilité de la personne si jamais une autre problématique survenait au sein de l'entreprise. Sensibiliser les référents Covid et les managers au repérage des salariés en difficulté. Vous avez des salariés qui vont revenir et qui vont avoir un comportement complètement différent de ce qu'ils étaient avant le confinement. Savoir dire, c'est étonnant, il n'était pas comme ça avant. Savoir le repérer, pas aller plus loin, l'idée, ce n'est pas de faire de chacun d'entre nous des psychologues, mais c'est faire remonter une information, comme quoi ce salarié-là, il a peut-être un souci. Il a peut-être un souci d'isolement, d'addiction, de finances, etc., etc. Dans ces situations aussi, lorsqu'on a des salariés qui sont en difficulté, qui ont ce type de difficulté, une dépression, qui sont tombés, qui ont développé une dépression, bien souvent, le manager ne sait pas trop comment réagir, il ne sait pas trop comment se positionner. Il faut soutenir et accompagner ces personnes, ces managers de proximité. Là aussi, le service de santé au travail, avec le médecin qui coordonne une équipe pluridisciplinaire, qui coordonne et anime dans les textes, qui coordonne et anime l'équipe pluridisciplinaire, que sont le psychologue du travail, la psychologue clinicienne, l'assistante sociale, puis d'autres intervenants tels que des ergonomes, des ingénieurs et techniciens hygiène et sécurité, etc. Toute une équipe est là pour vous aider, pour vous accompagner dans ces situations qui peuvent être complexes à gérer. Tout ça va se faire à partir du moment où on aura su construire un cadre rassurant et bienveillant. Alors, pour terminer cette présentation, on va vous apporter quelques compléments. Et je vais commencer personnellement avec le document unique. Ce que nous avons vu tout au long de cette présentation, c'est comment est-ce que vous pouvez faire dans votre entreprise pour que les gens travaillent en santé et en sécurité. Ces éléments, les éléments que vous allez mettre en œuvre, inscrivez-les sur votre document unique. Alors, le ministère du Travail a donné des indications pour compléter votre document unique. Deux points qu'il faut vraiment aborder. Le premier, c'est identifier, analyser et évaluer les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus peuvent se trouver réunies. Là, on est dans le risque biologique. Par ailleurs, les organisations que vous avez mis en place de télétravail, qui ont dû se mettre en place en urgence et qui n'ont pas pu être suffisamment travaillées, ont pu générer, là aussi, des situations dégradées, des fonctionnements dégradés de l'entreprise. Le travailleur isolé, le télétravail, l'activité partielle. Alors, on l'a vu, le risque chimique. Quand on parle de télétravail, on a beaucoup d'entreprises qui nous ont contactés dans les services de santé au travail pour nous dire qu'il y a un développement de troubles musculo-squelettiques, des gens qui vont avoir mal à l'épaule, d'autres au dos, etc. Et donc, pour tout ça, mettre en place le plan d'action, c'est fondamental, mais je dirais que c'est ce dont vous avez déjà l'habitude en remplissant votre document unique, en réalisant plutôt votre document unique. Et dernier point que je voudrais souligner, c'est on a associé dans cette démarche de retour et de déconfinement un groupe qui s'appelle le référent Covid, qui a des représentants aussi bien de la direction que des salariés, et associer les salariés, leurs représentants, la direction à la réalisation et à la poursuite du document unique, c'est s'assurer
qu'on ne laisse aucun élément de côté. Je vais laisser la parole à Céline pour la suite et la fin de la présentation. Alors, pour compléter et conclure notre présentation, alors quelles sont les visites médicales qui sont maintenues, dont les délais sont maintenus actuellement, et celles pouvant être reportées dans la période d'urgence sanitaire? Comme vous le savez peut-être, il y a une ordonnance qui prévoit et qui a été mise en application au sein d'un décret la possibilité de reporter certaines visites médicales. Le report est réellement sous condition. Donc, je vais déjà commencer par celle dont le maintien du délai légal est effectué. Donc, pour les visites d'embauche des salariés qui sont soit un suivi individuel renforcé, donc en fonction des risques professionnels, soit en suivi individuel adapté, donc travailleurs handicapés ou titulaires d'une invalidité, travailleurs de nuit, femmes enceintes ou salariés de moins de 18 ans. Ces visites d'embauche sont maintenues dans la configuration habituelle. Pour les visites de reprise, la visite de reprise pour les salariés en suivi individuel adapté doit être effectuée avant la reprise du poste. Pour aussi toutes les questions que j'ai vues passer en ligne, il n'est pas nécessaire d'organiser des visites de reprise quand il y a eu un arrêt lié au Covid, si l'arrêt est inférieur à 30 jours, c'est le premier cas, et il n'est pas nécessaire non plus d'organiser une visite de reprise pour tous les arrêts liés aux gardes d'enfants, qui ne sont pas réellement des arrêts de travail liés aux conditions de travail ou à l'état de santé de la personne elle-même. Toutes les autres visites sont reportables, alors sous conditions et avec des délais différents, et sous principale condition, en fait, l'avis du médecin du travail qui définit, lui, si la visite est reportable ou non. Donc, vous effectuez votre demande de visite et votre service de santé au travail vous répondra. Donc, vous avez toute la liste des visites médicales reportables et des délais en lien dans le document qui, je vous le répète, sera transmis à l'issue de la conférence. Deuxième point, vous nous avez posé des questions sur les dépistages que nous pourrions, nous, en tant que service de santé au travail, effectuer. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de réponse à vous apporter. Depuis l'ordonnance du 2 avril qui prévoit cette possibilité-là, on est toujours en attente d'un décret de mise en application ou non. Sachant que c'est vraiment là dans cette semaine que les choses vont se décider. Je poursuis sur les dépistages. Pour répondre aussi à vos questions, les campagnes de dépistage organisées par les entreprises, par vous-même, pour vos salariés, ces campagnes-là ne sont pas autorisées. On retrouve bien ce message-là du gouvernement et du ministère du Travail dans le document protocole de déconfinement pour les entreprises. Le rôle de l'employeur dans la période, il n'est pas de chercher, lui, à savoir qui est malade, qui n'est pas malade, il est d'être relais des messages de précaution auprès de ses salariés, et il est, en cas de Covid au sein de son entreprise, d'être en collaboration avec les autorités sanitaires. À ce moment-là, en cas de salarié symptomatique, l'employeur, lui, son travail, c'est d'engager à consulter un médecin, si possible en téléconsultation, et le médecin alors jugera de l'utilité d'une prescription de dépistage. Vous voyez passer régulièrement aux informations les différents débats autour des différents types de tests. Donc c'est aussi dans ce cadre-là que le ministère du Travail considère que ces campagnes de dépistage organisées par les entreprises ne sont pas autorisées. Dernière petite question, les contrôles de température. Le ministère du Travail s'est aussi positionné en ne recommandant pas les contrôles de température à l'entrée de l'entreprise.
Ils ne sont pas interdits, mais ils ne sont pas recommandés. Et si un employeur souhaite réellement mettre en place ces types de contrôle de température, il y a différents éléments qu'il va devoir mettre en œuvre. Le lien avec ses représentants du personnel, l'associer à son règlement intérieur, informer l'inspection du travail, mettre en place des mesures dédiées à la question des relevés de données personnelles, avoir un espace qui le permet. Enfin, voilà, c'est pas si simple que ça, d'autant plus que scientifiquement, comme l'a précisé Marika tout à l'heure, il y a beaucoup de cas asymptomatiques de Covid. Et puis quelque part, si vous preniez la température, enfin, si vous aviez la température de vos salariés, à quel niveau de température vous décideriez de faire quelque chose et quoi? Là, il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Enfin, nous vous fournissons dans ce document aussi une liste des fournisseurs pour quelques équipements de protection, les masques de grand public pour le grand public, les masques chirurgicaux et pour les autres protections. Donc ça, c'est des plateformes qui ont été mises en ligne soit au niveau de l'État, soit en lien avec les chambres de commerce et de l'industrie, par exemple. Et ce sont des plateformes, pour certaines, de regroupement de commandes et pour d'autres, de mise en relation directe avec les fournisseurs, sachant que Stop Covid, par exemple, qui a été beaucoup évoqué, est plutôt pour les commandes en grande quantité et pour les regroupements de commandes. Donc, si vous n'avez pas de réponse au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. Donc, je vous engage vraiment à prendre attache de vos relais, qui sont les chambres de commerce et de l'industrie et de l'artisanat, les branches professionnelles, vos organisations patronales aussi, qui ont elles-mêmes déjà pu organiser des commandes groupées aussi. Et puis pour les masques grand public, donc pour les citoyens, à venir et en cours, des mises à disposition dans les mairies, dans les bureaux de presse, bureaux de tabac, dans les pharmacies, dans les supermarchés, voilà. Mais ça uniquement pour les masques grand public. Oups, pardon, je suis allée trop loin. Enfin, pour conclure, je vous engage vraiment à vous rapprocher de votre service de santé au travail. Donc, vous avez tous les liens vers leur site internet qui mettent à votre disposition des guides, des fiches pratiques. Leurs équipes pluridisciplinaires sont à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner en complément de ce qu'on a pu vous apporter comme conseil aujourd'hui. Et puis, nous vous avons aussi mis toutes les références que nous avons utilisées pour concevoir cette conférence. On arrive à la fin maintenant de notre conférence. Je remercie sincèrement nos trois conférenciers, Noémie, Marika et Laurent, pour la qualité de leur présentation et leur disponibilité pour la préparation de cette conférence, y compris depuis hier soir, vous l'avez compris. Je remercie aussi toute l'équipe qui a répondu à vos questions et je vais laisser encore un petit peu ouvert le webinaire pour qu'on puisse continuer à répondre aux questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Elles ont été vraiment très nombreuses. Et un grand merci à vous tous de votre participation. On espère vraiment que cette conférence vous a été utile. N'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction qui sera accessible avec le support de présentation. Donc, le support de présentation, vous le trouvez soit sur le site de la fédération directement, soit vous allez recevoir un mail qui fera le lien vers le site de la fédération, soit sur votre navigateur, si vous avez ouvert Zoom avec le navigateur, directement le lien va s'ouvrir. Merci encore à vous. Au revoir. Merci à tous pour votre présence et au plaisir de vous retrouver sur d'autres événements. Merci. Au revoir. Au revoir.